Est-ce que vous avez parfois l'impression que certains de vos comportements sont tout à fait ordinaires, voire très productifs, voire très efficaces? Et pourtant, si je vous disais que derrière ces habitudes, dont vous n'avez pas conscience, se cache souvent une tentative subtile de gérer votre anxiété, et ça sans même que vous en rendiez compte. Vous êtes peut-être en train de camoufler votre stress, votre anxiété et votre insécurité intérieure. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 comportements qui, sous leurs airs totalement normaux, pourraient bien être des signaux d'alarme de votre anxiété. Alors écoutez attentivement, ces petits comportements que vous faites, nous allons voir s'ils sont vraiment efficaces. Comme par exemple, le premier, c'est être toujours occupé. Vous ne vous arrêtez jamais. Vos journées sont une succession d'enchaînements d'activités et il n'y a jamais de place à l'imprévu, au repos. Vous êtes constamment à la recherche. Dès que vous avez fini quelque chose, vous avez fini par exemple le ménage, eh bien ça y est, vous allez vous occuper du jardinage, et après le jardinage, vous allez vous occuper de ranger le garage. Vous êtes constamment à la recherche de la prochaine tâche à accomplir, et même lorsque le moment pourrait être propice à la détente. Alors certes, vous avez peut-être fait beaucoup de choses, mais cela cache peut-être cette hyperactivité. Ça reflète pas toujours un désir de productivité, mais ça cache une peur enfouie de vous retrouver face à vous-même. Parce que si vous vous retrouvez face à vous-même, si vous vous arrêtez, eh bien, le vide va vous angoisser. Donc c'est dans ces moments-là que les pensées anxieuses vont attaquer. Elles vont ressurgir avec force. Et toujours occupé devient une stratégie pour les éviter, les mettre à distance. Tant que votre esprit est concentré sur ces tâches, il évite d'affronter des préoccupations les plus profondes, comme des inquiétudes sur votre avenir ou le sentiment de ne pas être suffisant. Je m'explique. Marie, une cadre de 34 ans, eh bien, pour elle, ne rien faire, c'était insupportable. Dès qu'elle avait une heure de libre, elle se sentait obligée de trouver une tâche à accomplir, même si cela signifiait pour elle de réorganiser des choses qui n'en avaient pas besoin. Et Marie a avoué que parfois, elle n'aimait pas toutes ces activités. Mais elle a remarqué que le simple fait de s'arrêter lui donnait l'impression d'être envahie par une vague de stress. Et là, son anxiété, elle lui sautait dessus dès qu'elle ralentissait. Alors, est-ce que vous êtes réellement productif? Peut-être, mais vous vous fatiguez, vous vous épuisez, vous vous fuyez vous-même. Comment améliorer ça? Eh bien, vous allez apprendre à vous arrêter. Vous allez essayer d'introduire petit à petit des moments de pause très conscientes dans votre journée. Alors ça peut être des petits exercices de pleine conscience. Je m'explique, comme prendre quelques minutes pour simplement respirer et observer tout ce qui vous entoure, et là sans objectif particulier. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures, vous n'en avez pas le temps, mais de s'entraîner à être à l'aise avec l'inactivité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un verre en fait. Vous voyez un verre rempli d'argile, vous le tournez, c'est votre esprit, il bouillonne d'idées, et dès qu'en fait on arrête de le secouer, bien qu'est-ce qui se passe? L'argile tombe, l'eau devient claire. Ça va être pareil pour votre cerveau. Les pensées négatives vont tomber au fond, puis votre cerveau va devenir clair et vous allez être plus serein. Vous allez vous entraîner à être à l'aise avec l'inactivité et vous allez réhabiliter votre cerveau. Il ne va plus voir le repos comme une menace. Est-ce que vous avez envie de découvrir d'autres outils vraiment très simples pour gérer votre anxiété au quotidien? Eh bien, j'ai repéré
mes 10 meilleurs conseils, exercices pour mettre KO votre anxiété dans un PDF totalement offert. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. Mais revenons à la deuxième habitude. Vous avez du mal à dire non. Vous avez tendance à accepter des invitations, des tâches supplémentaires, des engagements que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Et tout cela pour éviter des conflits ou vraiment par peur de blesser votre entourage ou les autres. Vous vous retrouvez parfois à devoir sacrifier vos propres envies, vos propres besoins, parce que l'idée de contrarier quelqu'un, ça vous angoisse. Eh bien, qu'est-ce que cela cache? Ce comportement est souvent le signe d'une anxiété sociale. Vous avez une très grande peur de décevoir, de ne pas être aimé ou même d'être mal perçu par les autres. Dire non vous semble un grand risque, le risque de créer un conflit, de faire une très très mauvaise impression et d'être rejeté par les autres. Et ça peut relever une faible estime de vous-même ou le besoin de validation, d'être validé sans arrêt par les autres. Et ça prend le dessus sur votre bien-être personnel. Prenons l'exemple de Julien qui a 40 ans et il se sent constamment épuisé par ses engagements. Il accepte d'aider ses collègues, même lorsqu'il est débordé. Il accepte les sorties de ses amis auxquelles il préférerait ne pas participer parce qu'il a envie de se reposer de temps en temps parce que son travail est prenant. Eh bien, tout cela par peur de décevoir les autres. Dire non est pour lui une source d'angoisse car il redoute vraiment la réaction de ses collègues, des autres. Et l'idée d'être jugé comme quelqu'un de peu serviable lui est insupportable. Alors comment améliorer ça? Eh bien, la solution passe par le développement de l'assertivité. Alors qu'est-ce que c'est l'assertivité? Ça consiste à apprendre, ça s'apprend véritablement, à exprimer vos opinions, vos besoins, vos sentiments de manière claire, respectueuse, sans agressivité bien sûr, ni sans vous soumettre. La première étape, ça va être la théorie des petits pas, la théorie, la méthode Kaizen qui est utilisée donc, dans l'entreprise Toyota au Japon, c'est-à-dire faire une petite amélioration chaque jour. Et vous avez vu que l'entreprise Toyota est vraiment une grande entreprise et chaque jour ils essaient d'améliorer en fait soit un outil, soit une façon de travailler, grappiller des secondes par-ci par-là. La première étape pour vous, ça va être de vous entraîner à dire non sur des petits sujets. Commencez par des situations qui vont avoir vraiment un faible impact afin de vous familiariser avec le fait de poser vos limites. Par exemple, si un collègue vous propose un café alors que vous n'en avez pas envie, ça ne prête pas à conséquence, mais vous pouvez lui dire simplement « non, merci ». Et cette démarche va vous permettre de vous affirmer progressivement sans dramatiser les conséquences. Votre cerveau va avoir l'habitude de refuser. Alors vous n'allez pas dire non à tout, mais vous allez dire non aux choses que vous n'avez pas envie et qui n'ont pas des conséquences graves. Vous allez prendre l'habitude et le cerveau va se dire c'est vrai, dire non finalement ça n'a aucune conséquence grave. Alors, la troisième chose, le comportement, vous vous dites c'est tout à fait normal, je réagis fortement à une critique. Le signe, c'est une remarque négative, vous reste longtemps dans votre tête, ça tourne en boucle. Vous avez du mal à passer à autre chose. Cette critique, même si parfois elle est constructive, elle va vous toucher profondément, comme si votre personne était complètement atteinte. Et vous vous surprenez à la ressasser, à ruminer, à y penser encore et même la nuit. Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, ce type de réaction est souvent lié à la peur de ne pas être à la hauteur. L'anxiété amplifie cette peur et transforme. Critique, comme je le disais, en une attaque contre votre valeur personnelle. Vous sentez que votre valeur personnelle
et d'attaquer. Et si vous faites partie des personnes sujettes à ce type de réaction, vous avez peut-être, probablement, mais pas de panique, ça peut s'améliorer, une faible estime de vous et vous voyez la critique comme une confirmation que vous n'êtes pas à la hauteur. Prenons Camille, 29 ans, travaille dans une entreprise où elle est généralement énormément appréciée. Mais lors d'une évaluation, son manager mentionne un point à améliorer dans sa gestion du temps. Personne n'est parfait. Bien que l'évaluation était complètement positive, sauf un petit point, eh bien Camille, elle est restée bloquée seulement sur ce commentaire. Et elle se répète en boucle qu'elle n'est pas assez efficace. Elle se demande si elle est réellement compétente. Mais vous voyez qu'on n'a pas remis réellement sa compétence en cause. On lui a juste dit qu'elle pourrait peut-être améliorer sa gestion du temps sur tel ou tel point. Alors comment vous pouvez faire pour améliorer ça? Bien, la restructuration cognitive, c'est le fait, en fait, on va en parler, mais c'est le fait de mettre des pensées positives face à des pensées négatives. C'est une technique efficace pour faire face à ce type de réaction. Il s'agit de questionner vos pensées automatiques. Est-ce que c'est vraiment vrai cette critique? Est-ce qu'elle signifie plutôt que je ne suis pas compétente? Eh bien, elle aurait pu se dire que finalement, Camille, elle n'est pas remise complètement en question, c'est juste, on est en train de lui dire qu'elle peut améliorer en fait son planning, sa gestion du temps, et quelle serait une autre explication possible. Ben voilà, c'est ça la nouvelle explication. Elle peut juste améliorer et que son travail est globalement très très bien. Et en acceptant cette critique, elle va pouvoir s'améliorer. Et avec cette technique, vous apprenez à voir la critique sous un autre angle, moins dramatique, à relativiser son impact et surtout à vous améliorer. C'est ça en fait l'esprit développement. C'est pas l'esprit fixe, c'est si j'ai fait une erreur, tout va mal. Non, c'est j'ai peut-être fait une légère erreur, et encore, est-ce que c'est une erreur? Non, c'est peut-être elle n'a peut-être pas eu le temps de bien gérer son temps. Eh bien, avec cette critique, elle peut s'améliorer. Et c'est ça, l'esprit de développement, c'est s'améliorer avec ce qu'on entend. Et souvent, il faut vraiment aller aussi regarder si la critique est justifiée ou pas. La quatrième façon de faire que vous trouvez normale, c'est vouloir toujours bien faire. C'est plutôt pas mal. Vous êtes perfectionniste, vous ne vous autorisez aucune erreur, même mineure. Mais le problème, c'est que vous relisez vos emails plusieurs fois avant de les envoyer. Vous repassez des vêtements qui sont déjà très très bien repassés, ou vous cherchez à maîtriser tous les détails, quitte à y passer un temps considérable. Vous perdez énormément de temps, vous vous épuisez. Et ce perfectionnisme peut être une manifestation de votre anxiété. La peur de l'échec, le jugement des autres, vous pousse à vous surinvestir dans chaque tâche parce que vous ne vous sentez pas capable de tolérer l'idée d'un résultat qui serait moins que parfait. La moindre erreur serait fatale. Cela reflète une intolérance à l'incertitude et à l'imperfection. Je vais vous donner un exemple concret. Stéphane, 38 ans, il travaille sur un projet de présentation pour son entreprise et bien que sa présentation soit déjà de très très bonne qualité, eh bien il va passer des heures en plus à ajuster les détails, changeant sans cesse la mise en page. Et son anxiété face à la possibilité d'une remarque négative qui pourrait arriver, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas, mais ça le pousse à vouloir atteindre un niveau de perfection souvent inutile parce que vous voyez qu'il passe des heures et des heures. Comment améliorer ça? Eh bien, remettez en question, redéfinissez votre définition de la perfection. Est-ce que toutes ces petites corrections ont vraiment un impact majeur sur le résultat final? Est-ce que si vous avez vraiment passé autant de temps à peaufiner les détails que sur le corps de la présentation,
Est-ce que ça va se voir, ces petits détails? Est-ce que ça va vraiment améliorer cette présentation? Est-ce que quelqu'un va voir la différence? Eh bien non, la plupart du temps, on ne voit pas. Vous pouvez donc vous fixer aussi des limites de temps. Alors décidez quand même de bien faire les choses. Décidez que vous ne relirez un email que 2 fois avant de l'envoyer, 1 fois ou 2, au lieu de 10 fois. Eh bien, ça va vous permettre, c'est toujours la théorie des petits pas, de vous familiariser avec l'idée que suffisamment bien fait et aussi bien que parfait, vous allez gagner du temps et petit à petit, votre cerveau va s'habituer à l'idée de ne pas faire les choses parfaitement. La 5e chose, c'est être facilement distrait. Vous passez quelque chose, vous commencez quelque chose et puis vous passez à autre chose sans finir. Vous avez vraiment du mal à vous focuser, à vous concentrer sur une tâche trop longtemps et votre esprit semble souvent ailleurs. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache une difficulté à rester concentré, ça cache de l'anxiété. Vous vous dispersez parce que vous avez peur de ne pas bien réussir et inconsciemment vous préférez éviter de vous engager à fond dans la tâche pour ne pas avoir à être face à un potentiel échec. Exemple, Pauline, 32 ans, travaille souvent sur plusieurs projets en même temps. Elle adore ça. Elle commence une tâche, puis on entame une autre, sans vraiment avoir le temps de terminer la première. Au final, elle a beaucoup de projets en cours, mais aucun d'entre eux n'est mené à terme. Et ça, on lui a reproché. Et ça lui permet de rester dans une zone où elle ne doit pas affronter le résultat final. Essayez de vous fixer des petits objectifs atteignables en peu de temps, mais des petits objectifs sur un même objectif. La méthode du time blocking, c'est-à-dire vous définissez des créneaux durant lesquels vous ne vous concentrez que sur une petite tâche. Eh bien, ça va redonner de la structure à vos journées et vous aider à vraiment moins vous éparpiller. La 6e chose que vous faites et vous pensez que c'est bien, eh bien, il s'agit de planifier tout à l'avance. Vous aimez que tout soit prévu dans les moindres détails, même vos temps libres. Le moindre imprévu peut vous mettre en état de stress intense, car cela vous donne l'impression de perdre le contrôle. Ce que ça cache, ce besoin de planification, c'est souvent une manière de compenser une peur de l'inconnu et une difficulté à tolérer l'incertitude. Il peut y avoir un grain de sable dans votre projet, et ça, vous ne supportez pas. Alors vous planifiez chaque minute. J'ai une cliente en fait qui doit partir loin de sa maison et elle essaie de planifier tout pour son mari pour pas qu'il il se fasse à manger correctement. Elle a peur qu'il se blesse, donc elle va lui dire de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Voilà, elle va essayer de tout planifier pour réduire le risque de mauvaises surprises et de garder le contrôle sur ce qui se passe. Un autre exemple, Sarah, 28 ans, elle laisse vraiment rien au hasard, que ce soit pour une journée de travail et même pour une sortie entre amis. Elle a besoin de tout organiser, itinéraire, horaire, liste. Et vous voyez que ça casse vraiment l'imprévu, ça casse la spontanéité et la surprise. Et lorsqu'un imprévu arrive, elle se sent complètement déstabilisée, elle a du mal à gérer son stress. Alors comment faire pour améliorer ça? Essayez de progressivement intégrer, toujours progressivement, petit à petit, des moments non planifiés dans votre vie. Commencez par des petites choses comme une sortie. Faites une sortie sans itinéraire précis ou une journée, un dimanche par exemple, sans liste de tâches prévues. Et vous découvrirez que l'imprévu peut être une source de surprise, de découverte et que tout ne tourne pas forcément au chaos. Et parfois, il y a des bonnes surprises. Je l'ai déjà vu en vacances où j'avais été dans un endroit à l'étranger et on n'avait pas planifié où on voulait aller. Donc j'étais en Asie, j'avais pris le scooter et puis on a tracé la route
au hasard, on s'est arrêté dans un restaurant et puis on a discuté, on a très très bien mangé et c'était un moment très très joyeux qui n'était pas prévu. La septième chose, c'est toujours vérifier dans votre téléphone. Vous regardez constamment, et ça c'est peut-être le mal du siècle, les notifications, le téléphone. Vous regardez constamment vos notifications sans même raison particulière. Vous avez l'impression que quelque chose d'important pourrait arriver à tout moment et vous ne voulez pas le louper. Eh bien, cette habitude est souvent le signe d'une anxiété liée à la peur de manquer quelque chose. Alors, ça s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose, ou peut-être la crainte de décevoir les autres. Si vous n'avez pas répondu à votre ami dans l'heure qui suit, il va peut-être être déçu. Vous cherchez constamment à obtenir la validation à travers les messages ou la réaction des autres. Vous cherchez à avoir l'approbation des autres. Par exemple, Pierre, 35 ans, il se sent obligé de vérifier son téléphone dès qu'il entend une notification. Même lorsqu'il est en réunion au milieu d'une activité agréable. Alors, en réunion, c'est plutôt pénible. Et puis, lors d'une activité agréable, eh bien, sa femme, elle n'est pas contente. Mais il ne peut pas s'empêcher de vérifier ses messages. Il craint vraiment de rater une information importante ou de laisser un ami ou son chef le laisser sans une réponse trop longtemps. Comment améliorer ça? Bien, mettez en place des moments sans téléphone. Alors parfois, il suffit tout simplement de prendre son téléphone et puis de le mettre dans la cuisine à côté, et puis vous ne l'aurez pas sous la main. Et vous vous fixez des règles comme ne pas vérifier votre téléphone durant les repas ou dans les 30 minutes qui précèdent le coucher, ou par exemple pour commencer un petit pas, vous pouvez vérifier uniquement votre téléphone tous les 45 minutes et puis après allonger le temps. Et cette pratique va vous aider à réduire l'importance que vous accordez au fait de l'approbation d'autrui, d'être toujours disponible pour les autres. Et vous allez apprendre à vous reconnecter à l'instant présent. Est-ce que vous êtes reconnu dans certains de ces comportements? Alors, ils peuvent sembler très anodins, voire même vertueux, efficaces, mais ils sont souvent des signaux d'anxiété déguisés. Alors, les repérer est déjà un pas vers le changement. Mais vous avez vu, il est tout à fait possible de les désamorcer pour reprendre le contrôle de votre bien-être. Et pour vous aider, si vous vous reconnaissez dans ces comportements, il peut être utile d'essayer des exercices pratico-pratiques pour vous libérer de l'anxiété. Et vous allez trouver mon e-book, les 10 meilleurs exercices pour mettre KO votre anxiété. Dans la description, c'est totalement offert, sous la vidéo et dans le premier lien dans la description. Accédez à l'e-book dès maintenant, ne laissez pas ces comportements gâcher votre quotidien. Agissez maintenant et retrouvez plus de sérénité.